Bonjour mes élèves. Dans les vidéos précédentes, on a traité les deux étapes de la respiration cellulaire. La première étape qui est la glycolyse, qui a donné comme résultat 2 molécules d'ATP. La deuxième étape, intitulée oxydation du pyruvate dans la matrice de la mitochondrie et qui a donné aussi 2 molécules d'ATP. Si on fait le compte, on va trouver 4 ATP. Si vous vous souvenez, on avait dit que la respiration cellulaire est une dégradation complète du glucose qui donne une énergie très importante, 38 ATP. La question posée, où sont les 34 ATP qui restent? Alors, cela veut dire qu'il existe une troisième étape dans laquelle il y aura la synthèse des 34 ATP restantes. Alors, on va essayer dans cette vidéo de traiter la troisième étape de la respiration cellulaire qui est la phosphorylation oxydative et qui se passe au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. On va commencer par cette expérience qui nous donne la relation de la présence de l'oxygène avec la concentration des protons H+. Dans cette expérience, on a pris des mitochondries isolées, les voilà. Ces mitochondries sont en présence des transporteurs R'(H2) ou TH2, qui sont les transporteurs d'hydrogène ou les transporteurs réduits, les NADH+ et les FADH2, qui sont des donneurs d'électrons et de protons. Dans un milieu confiné sans oxygène, au début, le milieu était privé d'oxygène. Après, on a injecté la solution d'oxygène et on a suivi la concentration des protons H+ dans le milieu extérieur. Le graphe que vous voyez ici nous donne les résultats obtenus. Alors, je dois tout d'abord analyser ce graphe. Qu'est-ce que j'entends dire par analyser? Analyser, c'est faire une lecture, c'est déterminer les différentes variables et la relation entre ces variables. Alors voilà, mon graphe est constitué de deux axes. Un axe d'ordonnées qui représente la concentration des protons H+ dans le milieu, bien sûr en mol par litre, et un axe des abscisses qui représente le temps en secondes. Sur l'axe des abscisses, j'ai un point très important, l'injection d'oxygène. Alors, mon analyse doit dépendre de cette injection d'O2. S'il vous plaît, quand vous analysez un graphe, une courbe ou bien n'importe quel document, n'écrivez pas trop de texte. Écrivez sous forme de tirets et juste l'essentiel, juste les mots clés. Alors voilà, pour mon analyse, qu'est-ce que je vais dire? Avant l'injection d'O2, on a la concentration des protons H+, qui est stable dans la valeur 0, c'est-à-dire que la concentration des protons H+ est nulle. Après l'injection de l'oxygène, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a une augmentation. Quand vous dites augmentation ou diminution, vous devez déterminer le type d'augmentation et de diminution. Dans ce cas, on a une augmentation rapide de la concentration des protons H+ dans le milieu, jusqu'à atteindre une valeur maximale, puis on a la diminution de cette concentration, progressive bien sûr, jusqu'à atteindre la valeur 0, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle s'annule. Alors voilà. Maintenant, je dois passer à l'étape suivante. Je dois expliquer, donner les raisons, poser la question pourquoi. Pourquoi la concentration des protons H+ était nulle avant l'injection d'O2? Pourquoi la concentration des protons H+ a augmenté rapidement après l'injection d'oxygène et puis elle a diminué de manière progressive jusqu'à ce qu'elle devienne nulle? Alors, on explique la concentration nulle des protons H+ par leur absence. C'est simple. L'absence des protons H+ veut dire que les transporteurs réduits, les transporteurs d'hydrogène, n'ont pas libéré les protons H+. Alors là,
je parle de libération, hein, de protons H+, libération d'électrons. Alors, on a le NADH+ qui va donner le NAD+, plus 2 électrons plus 2 H+, et le FADH2 qui donne le FAD plus 2 électrons plus 2 H+. Alors, quand vous le remarquez ici, que ce soit le NADH+ ou bien le FADH2, ils ont cédé des électrons. Donc là, on va parler de l'oxydation. D'accord? Ils ont cédé des électrons et bien sûr des protons. Alors, l'absence de protons H+, signifie l'absence de ces réactions d'oxydation. Très bien. Maintenant, je dois expliquer l'augmentation rapide des protons H+. Tout simplement, l'augmentation rapide des protons H+, signifie qu'il y a eu libération de ces protons dans le milieu. Qui a libéré les protons? Bien sûr, les transporteurs réduits, c'est-à-dire qu'il y a eu une oxydation des transporteurs réduits selon la réaction R'(H2) qui va donner R' plus 2H+, plus 2 électrons. Bien sûr, le R', on le substitue bien sûr par le NAD et le FAD. Voilà. Alors, comme vous l'avez observé, la présence de l'oxygène active les réactions d'oxydation des transporteurs d'hydrogène, les NADH+ et les FADH2, d'où la libération des protons H+ dans le milieu et par la suite leur augmentation très rapide. Maintenant, on doit expliquer la diminution progressive des protons H+. Alors, cette diminution est due à l'utilisation des protons H+. Ces protons ne peuvent être utilisés que dans une nouvelle réaction chimique. Il s'agit bien de la réduction de l'oxygène. Alors, un demi ou deux va fixer 2 électrons plus 2 protons pour produire l'eau, l'H2O. Alors là, on va parler de la réduction de l'oxygène qui est le récepteur final des électrons. Alors voilà, la présence de l'oxygène induit l'oxydation des transporteurs réduits et l'augmentation des protons H+ dans le milieu et par la suite la réduction de l'oxygène qui est le récepteur final. Comment et où se passent ces réactions? C'est ce qu'on va voir par la suite. Alors si vous vous souvenez, on avait déjà dit que la membrane interne de la mitochondrie est constituée d'une bicouche lipidique où se trouvent des protéines intégrées. Donc on a schématisé ces protéines par les T, T1, T2, T3, T4 et T5. Ce sont des transporteurs qui constituent ce qu'on appelle la chaîne respiratoire. Alors la chaîne respiratoire, c'est un ensemble de protéines membranaires qui assurent 2 rôles. Comme vous le voyez ici, le premier rôle, c'est le transport de protons H+, de la matrice vers l'espace intermembranaire. Le deuxième rôle, c'est le transfert des électrons. Alors, ces électrons sont transférés, sont transportés du donneur, du premier donneur, qui est un transporteur d'hydrogène, qui peut être bien sûr soit le NADH+, comme vous le voyez ici, soit le FADH2. Alors, ces électrons sont transportés à travers la chaîne respiratoire pour arriver au récepteur final qui est toujours l'oxygène qui va être réduit pour donner une molécule d'eau. Alors bien sûr, la chaîne respiratoire assure l'oxydation des transporteurs d'hydrogène selon les réactions qu'on a déjà eues. NADH+ va donner NAD+, plus 2H+, plus 2 électrons et FADH2 donne FAD plus 2H+, plus 2 électrons. Alors, avant de s'approfondir dans les réactions, je vais ouvrir une parenthèse. Ce document nous montre ce qui se passe au niveau de la chaîne respiratoire concernant les électrons.
Vous voyez ici que les électrons se déplacent du premier donneur qui est le NADH+ vers le dernier accepteur ou bien l'accepteur final qui est l'oxygène de manière spontanée. Alors, en vert, on a le couple NADH+, NAD+, un couple redox qui a son propre potentiel d'oxydoréduction qui est de moins 400 millivolts. Très bien. Ici, on a un autre couple qui est l'oxygène et l'H2O qui a son propre potentiel d'oxydoréduction qui est de 800 millivolts. Alors, lors de l'oxydation, qu'est-ce qui se passe? Les électrons sont transportés d'un couple d'un potentiel plus petit vers un couple d'un potentiel plus important. Même les transporteurs de la chaîne respiratoire respectent cette échelle de potentiel d'oxydoréduction. Alors, le NADH+, NAD+, a le potentiel le plus petit, d'accord, suivi par le transporteur 1, puis 2, puis 3, 4, 5 et enfin le couple O2H2O. Ce qu'ils veulent montrer ici, c'est que le sens de déplacement des électrons est seul et unique. Il n'est jamais inverse. Les électrons passent d'un couple à potentiel très petit, d'accord, qui est ici le NADH+, NAD+, vers un couple à potentiel important qui est l'oxygène, son potentiel 800 millivolts. Le sens inverse est impossible. D'accord? Très bien. Et c'est ce qu'ils vont mentionner ici. Ils vont montrer ou bien ils vont dire que le flux des électrons dans la chaîne respiratoire s'effectue spontanément dans le sens croissant, c'est-à-dire du plus petit vers le plus grand. Alors, le sens croissant des potentiels redox depuis le premier donneur, qui est dans ce cas le NADH+, vers l'accepteur final qui est le couple O2H2O. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment au niveau de la membrane interne de la mitochondrie? La réponse est la phosphorylation oxydative, troisième et dernière étape de la respiration cellulaire. Cette phosphorylation oxydative commence tout d'abord par l'oxydation des transporteurs d'hydrogène, le NADH+ et le FADH2. Cette oxydation va permettre la libération des électrons et des protons. Alors, dans ce cas, le NADH+ va libérer les électrons qui seront transportés via les protéines de la chaîne respiratoire du NADH+, qui est le premier donneur, vers le récepteur final qui est l'oxygène. Cet oxygène sera réduit en H2O. Ce transfert d'électrons va libérer une énergie qui va permettre la sortie des protons H+, de la matrice vers l'espace intermembranaire. Donc, les protons H+, sortent 3 fois à partir du transporteur T1, T3 et T5. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? La concentration des protons H+, va devenir plus importante dans l'espace intermembranaire et plus faible au niveau de la matrice. On parle d'un gradient H+. Le gradient H+, est un déséquilibre de la concentration des protons H+, entre la matrice et l'espace intermembranaire. Alors, il faut corriger ce gradient. C'est un problème qu'il faut régler. Bien sûr, les électrons passent seulement dans un seul sens. Ils respectent le potentiel d'oxydoréduction. Donc, ils ne peuvent pas revenir et générer une énergie et faire entrer les H+. C'est impossible. D'autre part, la membrane interne de la mitochondrie est imperméable aux protons H+. Donc, les protons H+, ne peuvent pas passer à travers la membrane interne de la mitochondrie. Donc, qui va sauver cette situation? Ce sont les sphères pédonculées. Ces sphères pédonculées vont jouer le rôle d'une pompe. Ils vont pomper les H+ de l'espace intermembranaire vers la matrice. Et
À chaque fois qu'ils pompent les protons H+, ils vont phosphoryler. On parle de la phosphorylation de l'ADP. ADP plus PI va permettre la synthèse de l'ATP. C'est pourquoi on appelle cette étape la phosphorylation oxydative. On a l'oxydation et la phosphorylation. Très bien. Dans le cas de l'oxydation de NADH+, il y a phosphorylation de 3 ADP en 3 ATP parce que les H+ sortent 3 fois et la sphère pédonculée va fonctionner 3 fois. Dans le cas de FADH2, c'est différent. Le FADH2 a un potentiel d'oxydoréduction plus grand que NADH+, c'est-à-dire que les réactions vont commencer à partir du transporteur 2. Le transporteur 1 ne va pas fonctionner dans ce cas. Alors, les électrons seront transportés à travers T2, puis T3, T4, T5 jusqu'à arriver à l'oxygène pour le réduire et le transformer en molécules d'eau. Quand vous l'observez, les protons H+ sont sortis juste 2 fois à travers le T3 et le T5. Alors, la sphère pédonculée va corriger le gradient d'H+, et elle va pomper les H+ 2 fois. À chaque fois, elle va synthétiser une molécule d'ATP. Alors, l'oxydation d'une molécule de NADH+ permet la synthèse de 3 ATP, alors que l'oxydation d'une molécule de FADH2 permet la synthèse de 2 molécules d'ATP seulement.